Dans le Hamas, vous n'avez jamais l'idée d'aller combattre les Français ou d'autres. C'est vraiment un mouvement de résistance contre une occupation. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez écrit en 2022 « Vaincre le terrorisme djihadiste » aux éditions Macmillan et vous venez de publier « Opération déluge d'Al-Aqsa » concernant le conflit israélo-palestinien, toujours aux éditions Macmillan. Dans votre livre, vous analysez longuement et avec une rare précision les événements du 7 octobre ainsi que la guerre qui a suivi entre les Israéliens et les Palestiniens depuis 5 mois. Vous parlez également longuement de la question palestinienne et du Hamas depuis 1947. Alors vous résumez la question palestinienne en 3 points. La question des frontières, la question de Jérusalem et la question du retour des réfugiés. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, pas beaucoup, puisque en fait, on a résumé les points essentiels de contentieux que vous avez entre Palestiniens et Israéliens. Effectivement, le premier point, et je pense que c'est un des plus importants en réalité, ou en tout cas plus important que ce qu'on imagine, parce que personne ne le mentionne, mais c'est le problème des frontières. Parce que Israël n'ayant jamais défini ses frontières, ça signifie que celui qui reconnaît l'autorité ou la souveraineté d'Israël, sans savoir jusqu'où elle s'étend, prend le risque de justifier l'autorité d'Israël sur les propres terres qu'il a. Et c'est effectivement la situation des Palestiniens. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens hésitent, ou même refusent pour certains groupes, ont hésité pour certains, pour le Fatah qui a hésité, qui finalement l'a fait en 1993, mais le Hamas, par exemple, ne le fait pas parce que, effectivement, reconnaître la souveraineté d'Israël, c'est reconnaître que les terres que l'on a ne nous appartiennent pas, ou potentiellement ne nous appartiennent pas. Il y a un premier problème de droit international qu'Israël esquive depuis sa création, et qui est un élément déterminant pour sa reconnaissance par les Palestiniens. Le deuxième point, c'est évidemment Jérusalem. Jusqu'en 1967, il y avait une partie de Jérusalem qui était palestinienne, et depuis 1967, Israël a toujours annoncé qu'elle voulait annexer cette partie, et d'ailleurs, il y a une annexion de facto de Jérusalem-Est qui était palestinienne. À ce problème se joint un autre problème qui est d'ordre plus religieux, et qui est la volonté des ultra-orthodoxes juifs de reconstruire le 3e temple de Salomon, ce qui signifierait devoir détruire la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve sur le Haram el-Sharif, c'est-à-dire le mont du Temple. Et par conséquent, on est là dans un problème qui devient beaucoup plus important que le problème palestinien, puisque Haram el-Sharif, c'est le 3e lieu saint de l'islam. Donc, ça vous explique d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui les pays arabes commencent à avoir un regard un peu différent sur ce conflit, la guerre de Gaza, parce qu'ils voient qu'il y a d'autres éléments qui sont associés à cette question palestinienne. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Le troisième point, c'est le droit du retour, parce que, comme je l'ai déjà dit, la résolution 181 des Nations Unies de 1947 proposait une répartition du territoire de Palestine pour faire un État juif et un État arabe. On ne parlait pas encore d'Israël à ce moment-là, on parlait d'un État juif et un État arabe, mais que cette répartition ou cette partition du territoire devait se faire en fonction ou dans le respect de l'autodétermination des peuples. C'est-à-dire que les populations devaient être consultées par référendum ou par des consultations, des votations, etc., pour que cette partition... Or, les Israéliens ont très bien vu que la population palestinienne était beaucoup plus importante que la population juive à ce moment-là, mais qu'à l'inverse, les Israéliens avaient l'avantage d'avoir parmi eux des militaires qui avaient été aguerris durant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils avaient servi dans l'armée britannique notamment,
Et puis, ces militaires leur a permis de faire une guerre, la guerre de 1948, qui a finalement assis les frontières, ou des premières frontières temporaires, pourrait-on dire, de l'État d'Israël. Et donc, en faisant ça, les Israéliens ont chassé les Palestiniens de leurs terres. Ils en ont massacré certains, ils en ont chassé beaucoup. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les Palestiniens considèrent toujours qu'on leur a volé leurs terres. Et donc, dans les négociations qu'il y a eu depuis les années 50, 60, les Palestiniens ont toujours revendiqué leur droit au retour. D'ailleurs, c'est finalement le droit que revendiquent les Israéliens en disant qu'ils reviennent après 2000 ans. N'est-ce pas? C'est aussi un droit du retour. Alors, simplement là, il ne s'agit pas de 2000 ans, il s'agit de ceux qui ont été expropriés entre 1947, plus exactement, et on peut dire jusqu'à nos jours, puisqu'il y a toujours des expulsions qui se font, notamment en Cisjordanie. Donc ce droit du retour est un élément central. Et puis il y a finalement le quatrième point qui est quand même un point important, c'est l'occupation. C'est qu'on a une politique d'occupation israélienne qui est une occupation militaire, sous un régime militaire, ce qu'on appelle les territoires occupés. Et évidemment, il faut s'imaginer, j'imagine, enfin moi je n'étais pas encore né, mais j'imagine que nos parents ou nos grands-parents qui vivaient en France occupée devaient avoir peu de sympathie pour l'occupant à l'époque allemand. Donc aujourd'hui, on a la même situation des Palestiniens qui vont un occupant, mais cette fois-ci les Israéliens. On est dans cette relation d'occupant-occupé qui justifie la présence d'une résistance. Donc voilà les quatre éléments centraux, si vous voulez, qui sont les quatre parties essentielles de la pomme de discorde entre Israël et les Palestiniens. Vous notez dans votre livre qu'entre mars 2018 et mars 2019, les marches du retour ont fait plus de 20 000 victimes palestiniennes. Alors oui, alors évidemment, les marches du retour, c'est un mouvement de résistance civile, en réalité, qui a eu lieu en 2018-2019, où il s'agissait de marquer à l'intérieur d'ailleurs de Gaza, de faire des marches pour faire une manifestation de la population pour symboliser le retour dans leurs terres. Et ça a été réprimé extrêmement durement. Tout s'est passé à l'intérieur de la bande de Gaza, mais les tireurs israéliens étaient à l'extérieur de la bande. Donc depuis l'extérieur, ils tiraient sur les manifestants qui étaient à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a eu beaucoup de commentateurs ont été surpris et ont relevé en tout cas que l'action des soldats israéliens était de manière disproportionnée dirigée contre les enfants. Et ça a fait d'ailleurs à l'époque, dans la presse, même dans la presse, surtout la presse israélienne à vrai dire. Parce que nous, ici, nous avons un paysage médiatique qui filtre tout ça. La sympathie qu'on a envers Israël, elle est en grande partie aidée par le fait qu'on ne sait pas tout ce qui se passe. C'est probablement pour cette raison qu'elle est filtrée d'ailleurs. Les critiques ont surtout eu lieu en Israël. Les Israéliens eux-mêmes sont très partagés sur la politique de leur État contre les Palestiniens. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui pensent que moi, et quand je dis Israéliens, je parle des Israéliens en Israël, mais je pourrais parler de Juifs parce que j'ai beaucoup de contacts, notamment aux États-Unis, de Juifs qui eux aussi pensent que Israël devrait avoir une attitude beaucoup plus conciliante, raisonnable, raisonnée aussi vis-à-vis des Palestiniens et surtout plus respectueuse du droit international. Bon, pour toutes ces raisons, vous expliquez que les Palestiniens ont le droit à la résistance et le droit à l'autodéfense. Ils ont le droit international de leur côté. Alors, ce n'est pas pour ces raisons, mais c'est effectivement les raisons pour lesquelles les Palestiniens ont le droit à la résistance, c'est qu'ils sont sous occupation militaire, que cette occupation n'est pas légale au sens du droit international. Donc, si vous voulez, Israël ne respecte pas le droit international et ça a pour conséquence qu'effectivement, il y a une résistance qui est légitime par rapport à cette occupation
Et la légitimité de cette résistance est ancrée dans la résolution, plusieurs résolutions à vrai dire. Moi je cite souvent la résolution 45-130 de 1990 parce qu'elle est très explicite et très concise et elle donne le droit aux Palestiniens, le droit légitime de combattre l'occupation israélienne par tous les moyens, y compris l'usage de la force armée. Mais est-ce que ça inclut les actes terroristes? Alors non, évidemment pas. L'usage de la force armée, ce qui est valable pour les Israéliens, est valable aussi pour les Palestiniens. L'usage de la force armée, c'est l'usage de la force armée, c'est-à-dire c'est la résistance, une résistance à l'occupation. En général, on parle de résistance lorsqu'il y a attaque, ou plutôt résistance contre une occupation militaire. C'est-à-dire qu'on typiquement, d'ailleurs même l'armée américaine considère ça. Par exemple, quand vous avez des résistants en Irak qui s'attaquent à un convoi militaire, eh bien, c'est un acte de résistance. C'est pas considéré comme un acte de terrorisme dans la nomenclature militaire. Le problème est pas toujours aussi simple que ça, parce que d'abord, en Israël, les civils sont armés. Donc, du coup, il est difficile de considérer est-ce que les gens sont civils ou militaires quand ils sont armés. Et vous voyez, quand vous allez vous promener en Israël, vous voyez des gens avec fusils d'assaut en bandoulière, etc. C'est vrai dans les territoires, dans les territoires occupés, là où il y a des colons, ça c'est parfaitement vrai, mais c'est vrai aussi dans d'autres régions. Et notamment, ça s'est encore accentué avec l'arrivée du nouveau gouvernement qui est d'extrême droite et qui a commencé à mettre en place une politique extrêmement libérale sur les armes, qui a d'ailleurs provoqué des situations assez... je crois que je la cite dans mon livre, un Israélien qui avait tiré sur des Palestiniens qui voulait commettre un attentat, et puis cet Israélien se fait abattre par un autre Israélien qui avait une arme. Donc on est ça crée des situations un peu compliquées, mais enfin, ça c'est le problème des Israéliens, vous allez me dire. Toujours est-il que il est difficile, du coup, quand vous avez une société qui est militarisée, ça devient très difficile de dire où commence le terrorisme ou pas, quand le critère pour déterminer ce qui est terroriste, c'est la lutte contre quelqu'un qui est militaire ou pas. Ah, c'est là où vient le dilemme, effectivement. Et enfin, c'est pas un dilemme, c'est un problème de définition. Alors, ceci étant, les Palestiniens ont utilisé le terrorisme au début de leur existence. Le Hamas, pour prendre cet exemple, l'a utilisé au début de son existence aussi, mais à partir du début des années 2000, le Hamas a décidé de prendre une posture plus politique, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il s'est engagé dans des élections, qu'il a gagnées d'ailleurs, et il n'a pas abandonné l'usage de la force, n'est-ce pas, comme l'autorisent les Nations Unies, mais il a décidé qu'il abandonnait la voie du terrorisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit que le Hamas est un mouvement terroriste, c'est certainement un mouvement qui a pratiqué le terrorisme, certains. Mais aujourd'hui, je ne le classifierais plus comme mouvement terroriste. Dans mes ouvrages, j'ai fait des encyclopédies du terrorisme, etc. Vous y trouvez toujours le Hamas en bonne place. C'est des ouvrages que j'avais écrits dans les années 90-2000, et vous trouvez le Hamas comme mouvement terroriste, parce qu'il pratiquait le terrorisme. Mais il a toujours pratiqué d'abord à l'intérieur d'Israël. C'est vrai que la plupart de ces attentats visaient des militaires, mais j'avoue que lorsque vous faites exploser une bombe dans un bus où il y a peut-être un militaire ou deux, vous faites quand même plus de dégâts chez les civils. Donc on est de nouveau dans la même situation qu'aujourd'hui les Israéliens qui bombardent un quartier pour tuer un ou deux gars du Hamas.
Donc on est dans une situation, on était dans des situations pour le Hamas et on est aujourd'hui dans des situations pour Israël, où on s'attaque vraiment à des civils, et on essaie de faire pression sur... Donc le Hamas a certainement été un mouvement terroriste. Aujourd'hui, je pense que c'est un mouvement qui a dit qu'il voulait renoncer au terrorisme. Et dans les faits, on s'aperçoit que effectivement, le seul moyen qu'il a pour le terrorisme, c'est finalement les roquettes. Et quand on examine soigneusement les choses, on s'aperçoit qu'il tire les roquettes après que les Israéliens aient tiré ou fait quelque chose, par exemple à Gaza. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la désignation comme mouvement terroriste est très discutable. Jusqu'en 2004 et la mort de Yasser Arafat, la résistance palestinienne était marxiste, emmenée par l'OLP et son leader charismatique. Le mouvement marxiste palestinien, aujourd'hui quasiment disparu, au profit du Hamas et des mouvements islamistes. Comment expliquez-vous ce phénomène? Alors, je pense que c'est un peu avant 2004 il y a eu la bascule. Les mouvements palestiniens, en général, depuis 1948, au tout début, ils étaient probablement nationalistes, simplement nationalistes, comme l'étaient les Juifs par ailleurs. Donc, moi, je parle des années 40. On a un terrorisme nationaliste des deux côtés. En 1947-48, les Soviétiques ont aidé les mouvements juifs. Donc, on a des Soviétiques pensaient que les dirigeants de juifs de l'époque qui venaient d'Union soviétique, qui étaient des gens qui avaient migré depuis l'Union soviétique, beaucoup d'ailleurs de l'Ukraine actuelle, que ça pouvait devenir un État socialiste. Et au tout début, l'Union soviétique a soutenu le mouvement du côté israélien. Enfin, pas encore israélien, mais juif à l'époque. Et du côté palestinien, on a vraiment un phénomène nationaliste, vraiment un nationalisme arabe. Et puis, en 1948, après l'indépendance d'Israël, Israël a clairement marqué sa préférence pour ses alliés occidentaux, en quelque sorte. Quand je dis ses alliés, c'est que les Britanniques avaient quand même beaucoup aidé Israël. De nouveau, il y avait peut-être un élément de culpabilité occidentale, je ne sais pas, mais probablement ces éléments qui ont contribué à faire que Israël s'est senti plus proche des Occidentaux. Les Soviétiques ont donc arrêté de financer ou d'aider Israël ou les milices juives, parce qu'on est un peu à cheval entre les deux à ce moment-là. Et ont commencé à aider les mouvements palestiniens. Du coup, n'est-ce pas, Israël tendant à être un fief occidental, l'Union soviétique ayant toujours eu un regard sur la Méditerranée parce que ils ont toujours pensé qu'il leur fallait une présence en Méditerranée. Donc ils ont soutenu la résistance palestinienne, comme ils ont soutenu d'autres mouvements de résistance, d'ailleurs en Algérie, un peu partout dans le monde méditerranéen. Et donc, on a une résistance palestinienne qui s'est faite marxiste, si vous voulez. Je simplifie évidemment tout ça parce qu'il y a beaucoup après de tendances et de variations là-dedans. Mais on va rester schématique. Et tout ça s'est un peu cristallisé de cette manière-là jusqu'à la fin des années 80. Et avec la première intifada et l'affaiblissement de l'Union soviétique, on a des premières tentations de bascule. Et on retrouve de nouveau les mouvements nationalistes, les mouvements nationalistes arabes qui reviennent. Et c'est notamment l'apparition du Hamas, qui est le Hamas n'est pas comme on le dit, comme on le présente ici, et notamment en France,
comme une filiale, si vous me passez l'expression, ou une branche des frères musulmans, mais est un mouvement nationaliste qui est en désaccord avec les frères musulmans. Il se sépare des frères musulmans en réalité. D'ailleurs, vous avez des frères musulmans, vous avez des frères musulmans en Jordanie, vous avez des frères musulmans en Syrie à l'époque, vous avez des frères musulmans en Égypte, vous avez des frères des musulmans au Soudan. Tout ça, c'est des noms officiels, c'est les frères musulmans etc. Vous n'avez pas de frères musulmans en Palestine. Il n'y a pas. C'est un mouvement qui était en désaccord avec les frères musulmans et qui a créé sa propre branche. Alors, vous allez trouver effectivement des gens qui viennent des frères musulmans, mais ils en viennent non... de nouveau, ce n'est pas une branche des frères musulmans, c'est des gens qui étaient en désaccord avec les frères musulmans. Et j'explique pourquoi il y a un désaccord, comment dire, doctrinal sur la question de l'approche révolutionnaire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette séparation. Et donc, on a cette bascule. Et puis, ça, c'est évidemment confirmé avec la chute des pays communistes, parce que les mouvements, l'OLP, par exemple, les combattants de l'OLP, ils étaient formés en Tchécoslovaquie, la Tchéquie aujourd'hui, en Pologne, ils étaient formés en Allemagne de l'Est, ils étaient formés en Russie, etc. Ils étaient formés d'ailleurs chez les forces spéciales est-allemandes, les forces spéciales tchécoslovaques, etc. C'était très bien documenté. Je me rappelle quand je m'occupais des forces du pacte de Varsovie durant la guerre froide, on avait les fiches de tous ces Palestiniens qui avaient été formés dans les écoles, souvent les écoles de forces spéciales ou les écoles de parachutistes, par exemple, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, etc. Et ils étaient formés à l'usage des armes, du sabotage, etc. Exactement ce que faisaient les Spetsnaz ou les forces spéciales, les forces à la fois parachutistes et les forces de diversion, comme on les appelait, dans les pays de l'Est. Mais évidemment, avec l'effondrement du communisme, tout ça a disparu, bien entendu. Donc, il a fallu trouver autre chose. Alors, il n'a pas fallu trouver... Et l'important dans cette affaire n'est pas tellement le soutien matériel, si vous voulez. Ce n'est pas tellement la question de savoir d'où vient l'argent. Pas de ça le problème. En Occident, on aime bien voir ça, mais ce n'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est l'approche doctrinale des choses. Le terrorisme marxiste qu'on a connu dans les années 60, 70, 80, pas seulement en Europe d'ailleurs, mais qu'on trouvait également en Amérique latine ou en Asie, c'est un terrorisme qui est très structuré doctrinalement. C'est pas simplement des gars qui vont poser des bombes, il y a une politique, il y a une stratégie d'approche qui utilise le terrorisme étant de nouveau qu'une méthode dans une stratégie révolutionnaire. Et l'usage du terrorisme s'inscrit dans cette stratégie révolutionnaire. Et quand le communisme a disparu, que c'est plus devenu un modèle, alors dans le monde entier d'ailleurs, pas seulement en Palestine, mais dans le monde entier, on a vu les mouvements révolutionnaires orphelins d'une doctrine. Parce que la doctrine qu'ils avaient jusqu'à maintenant ne fonctionnait pas, ou n'était pas prédisposée à fonctionner. Donc il a fallu trouver autre chose. Alors en Occident, c'est d'ailleurs ce qui a conduit à la disparition progressive, et ce qui a contribué à la disparition des mouvements révolutionnaires en Europe, c'est la disparition du communisme. Il n'y avait tout simplement plus d'appui politique, il n'y a plus de substance politique derrière. Dans des pays comme précisément la Palestine, enfin qui n'est pas un pays mais qui était une région, comme au Moyen-Orient, eh bien on a vu une variante, si vous voulez, de un nationalisme islamique qui s'est mis en place et qui avait pas une doctrine aussi étendue, aussi
aussi structurée que la doctrine marxiste, mais qui donnait des éléments de base pour la compréhension du combat, ou pour donner un sens au combat. Et c'est là qu'apparaît la notion de djihad, par exemple, qui donne un sens très particulier à la notion de combat, à la notion de victoire, typiquement. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que vous retrouvez ça dans mon livre, mais ce sont les éléments qui sont devenus les éléments moteurs d'un peu tous les groupes d'ailleurs. Même les groupes qui étaient autrefois marxistes et qui se prétendent encore aujourd'hui marxistes, comme le FPLP, FDLP, etc., qui ont leurs racines dans l'idéologie marxiste révolutionnaire des années 60, ils ont aujourd'hui intégré des éléments islamiques ou islamistes dans leur réflexion parce que ça donne un sens à l'action militaire. Et quand je dis un sens, c'est un sens doctrinal. Justement, c'est la définition. Qu'est-ce qu'on entend par victoire? Qu'est-ce qu'on entend par défaite? Qu'est-ce qu'on entend par guerre? Qu'est-ce qu'on entend par combat? Tous ces éléments-là n'auraient pas de définition sinon. Et quand on parle des islamistes, c'est très mal compris ça en Occident, et en particulier d'ailleurs en France, où on aime bien transformer ces éléments doctrinaux par rapport à la politique intérieure en France où on veut moins d'immigration, etc. Donc il y a une espèce d'osmose entre la lecture du terrorisme et les politiques, la politique d'immigration, respectivement, de la politique des nationalités, la politique, etc. Enfin, tout ce qui touche au débat quotidien que vous avez en France sur la présence étrangère. C'est pour ça que c'est mal compris. Mais au Moyen-Orient, c'est beaucoup mieux, d'ailleurs assez logiquement, c'est mieux compris. Et on voit que ça influence ou éclaire l'action militaire des mouvements un peu partout, et même d'ailleurs dans les forces armées en réalité. On a ce même phénomène. D'ailleurs, bien que la plupart des pays de cette région sont des armées séculières, on voit qu'il y a toujours des éléments qui relèvent plus de la culture que la religion d'une certaine manière, mais là il y a aussi une perméabilité très grande entre culture et religion qui fait que la manière de combattre est influencée par la notion même d'islam. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mouvements qui cherchent à étendre l'islam. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans aucun écrit de l'islam, quand de nouveau je reviens sur ce politicien, de ce politicien français qui disait « la France a été attaquée par le Hamas », j'entends, c'est une manière totalement crétine de comprendre le Hamas. C'est quelque chose qui a simplement pour vocation de créer la haine. Mais dans le Hamas, vous n'avez jamais l'idée d'aller combattre les Français ou d'autres. C'est vraiment un mouvement de résistance contre une occupation. Alors, quelle est justement cette idéologie du Hamas? L'idéologie du Hamas, c'est avant tout une idée nationaliste qui est influencée par l'islam. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. C'est des gens qui se donnent, comme nous nous donnons d'ailleurs à nous, même dans nos armées d'ailleurs, ou dans certaines d'entre elles en tout cas, où on se donne des valeurs, par exemple chrétiennes. Je vous rappelle que les Américains recrutaient des militaires pour l'Irak qui devaient se battre pour Dieu et pour la nation. On avait ces fameuses affiches aux États-Unis pour les forces spéciales américaines. Engagez-vous pour Dieu et la nation. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que les forces spéciales américaines sont allées pour implanter le christianisme en Irak. Mais ça veut dire qu'ils ont un ensemble de valeurs qui est influencé par la religion. Alors bien, vous avez la même chose pour le Hamas. C'est évidemment totalement symétrique. C'est-à-dire que leur but, c'est la libération de leur territoire ou de leur terre. Et ils ont un ensemble de valeurs
qui est donné non pas par le marxisme précédemment, mais par l'islam. Voilà. Et ça donne le cadre, si vous voulez, de fonctionnement. Et ça définit, par exemple, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion de victoire, la notion, la compréhension. Qu'est-ce qu'on comprend par victoire? C'est une notion qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans le débat sur faut-il aider l'Ukraine ou pas, on ne sait pas vraiment, nous, ce que signifie le terme victoire. On a des difficultés à le définir pour l'Ukraine. Alors, pour les Palestiniens, ben, ils ont le même problème. Alors, ils ont, à la base, donc, ils l'ont résolu, ou partiellement résolu, par l'adoption d'une doctrine qui leur dit ce qu'on appelle victoire. Et c'est des victoires quotidiennes en réalité, c'est des petites victoires. Quand vous avez l'armée israélienne qui bombarde Gaza, je ne parle pas de maintenant, mais je parle d'il y a 2 ans, 3 ans, 6 mois, etc., qui venait bombarder juste un coin de Gaza, ou bien qui tirait sur des marcheurs du retour, là, dans l'intérieur de la bande de Gaza, eh bien on envoie 3 roquettes. Et voilà, c'est notre victoire. Peu importe, même si les roquettes n'ont pas fait de victimes du tout. Ce n'est pas du tout le but. Mais notre victoire, c'est de ne pas avoir baissé la tête. Voilà. Et ça, c'est très musulman. Comment le Hamas a réussi à s'imposer à Gaza? Alors, tout simplement parce que il y a plusieurs facteurs. De nouveau, c'est un peu simplifié. On va simplifier un peu ce soir. Mais il y a plusieurs facteurs. L'un d'entre eux est que le Fatah, qui était considéré, grâce aux efforts de Yasser Arafat, qui a été considéré comme l'interlocuteur à la fois d'Israël et des Occidentaux, le problème, c'est que le Fatah, très rapidement, a montré les limites de ses capacités. Et, il faut le dire, a montré aussi une corruption qui était extrêmement importante. Et qui a montré aussi, particulièrement après Oslo, où les promesses israéliennes n'ont pas été tenues. Donc les Palestiniens se sont dit, oui, mais tout ça c'est bien gentil, les discussions, les accords, hein, mais notre situation ne s'améliore pas mieux, pas plus. Il n'y a pas de résultat concret, ça ne veut rien dire. Alors, l'idée que, et de nouveau, on est à l'époque où le Hamas faisait des actions musclées, qu'on pourrait même dire terroristes à cette époque, ça donnait l'impression d'avoir un succès. Parce que du coup, on n'a pas gagné beaucoup, mais au moins, on s'est battu. On n'est pas simplement resté sans rien faire. Les Israéliens, on leur a promis qu'on reconnaissait Israël, on l'a fait. Eux, ils ont promis qu'ils reconnaissaient la Palestine, ils ne l'ont pas fait. Puis on ne fait rien. Alors, au moins, le Hamas réagissait par un attentat, un truc, donc il faisait quelque chose. Il ne baissait pas la tête. Et c'est ça qui a, dans les années... En fait, c'est notre... En laissant le Hamas, pas le Hamas, en laissant le Fatah s'embourber dans des discussions sans résultat politique, on a favorisé celui qui donnait l'illusion d'un résultat, qui était ceux qui, pas seulement le Hamas d'ailleurs, mais les mouvements islamiques. Et ça a été même plus loin, parce que dans les années 2011, 12, 13 et suivantes, le Hamas était perçu comme pas assez efficace. Quand l'État islamique est arrivé au pouvoir, qu'il a créé son État, il a donné l'illusion d'être encore plus efficace que le Hamas. Et vous avez tout d'un coup des factions du Hamas qui sont devenues des factions proches de l'État islamique. Je les mentionne d'ailleurs dans mon livre. Et le Hamas a dû se battre contre ces factions-là. Parce que le problème est que quand vous faites quelque chose et que ça n'apporte pas de résultat, donc on passe à la vitesse supérieure. Le Hamas était la vitesse supérieure par rapport à l'OLP. Si les Israéliens avaient voulu se débarrasser du Hamas, ou se débarrasser du terrorisme, ils auraient fait en sorte que l'OLP puisse montrer une victoire. Et dans ce cas, il n'y aurait pas eu de place pour quelque chose ou un mouvement
qui soit plus agressif, puisqu'il y avait déjà un résultat là. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Ils ont tout verrouillé. Donc, automatiquement, il y a un effet de vase communicant qui fait que, eh bien, on passe à la vitesse supérieure. Et si maintenant, je n'ai pas de boule de cristal, mais admettons que l'objectif des Israéliens soit d'éliminer le Hamas, eh bien, on verra une augmentation des gens encore plus islamistes qu'eux, donc encore plus méchants. N'est-ce pas, on est dans une situation où... Alors, vous allez me dire, les Israéliens vont saluer ça, parce qu'à ce moment-là, ça justifiera le fait de pouvoir encore plus les bombarder. Ce qu'ils ont déjà essayé de faire, ou ce qu'ils font déjà avec le Hamas, en réalité. Parce que, comme l'a dit d'ailleurs le président Isaac Herzog, il a dit, c'est toute la population gazaoui qui est responsable, puisqu'ils étaient d'accord avec le Hamas. C'est pour ça qu'en 2005 et en 2006, lorsqu'il y a eu les élections communales, ensuite des élections parlementaires palestiniennes, le Hamas a eu le succès qu'il a eu par rapport au Fatah ou l'OLP. Parce que, enfin le Fatah, pas l'OLP, par rapport au Fatah, il démontrait plus de succès. Donc ça a été presque un raz-de-marée aux élections. Et c'est pour ça que le Hamas s'est installé. En fait, on reproche au Hamas d'avoir une victoire, mais c'est à cause de nous qu'il y a cette victoire. On n'a rien compris au mécanisme qui génère la résistance et le terrorisme. Ni en Israël, les Israéliens ont strictement rien compris. Rien. Ça leur convient, parce que comme ça, ils peuvent utiliser la violence, c'est parfait. Mais nous, on n'a pas réussi à comprendre ça. Nous, on est en train de créer le même problème chez nous. Et si un jour il y a une guerre civile en France, elle aura été créée par ceux qui n'arrivent pas aujourd'hui à comprendre comment fonctionnent les mécanismes qui conduisent au terrorisme. Alors, ça a même été effectivement l'inverse. On a appris que la droite israélienne a favorisé le Hamas par rapport à l'autorité palestinienne pour créer des dissensions entre les Palestiniens depuis 20 ans. On a même appris que le financement du Hamas par le Qatar était approuvé par le gouvernement israélien. Est-ce que vous pensez que le Hamas a été instrumentalisé par Netanyahou ? Oui et non, ce n'est pas le Hamas qui a été instrumentalisé par Netanyahou. C'est la lutte interne entre Palestiniens qui a été instrumentalisée. On sait que déjà le gouverneur militaire israélien, qui était en poste à Gaza à l'époque où Gaza était encore occupée par Israël, lui-même a raconté qu'il recevait un budget pour construire des mosquées, à l'époque où, justement, dans les années 80, montait l'islamisme. Rappelez-vous qu'à l'époque, l'essentiel du mouvement palestinien était marxiste, donc séculier. Donc on utilisait ici l'islam pour combattre le terrorisme séculier. Ce n'était pas complètement absurde d'ailleurs. Bien d'autres pays ont fait la même chose pour lutter contre le terrorisme, notamment dans le sud-est asiatique. On a fait ce genre de choses. Donc utiliser l'un pour l'autre. Et ça, c'est finalement de bonne guerre à condition qu'on sache quoi faire de la victoire de l'affrontement. Ça, c'est ce que les Israéliens n'ont pas su faire. Ils ont créé l'antagonisme, ça les a servis parce que comme ça, les uns et les autres sont tirés dessus, mais ils n'ont pas su vraiment l'exploiter dans le but de résoudre leurs problèmes. Ça n'a fait qu'accentuer leurs problèmes. Ceci étant, ce cas est intéressant parce que aujourd'hui, vous avez des gens aux États-Unis qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'on soutient Netanyahou alors qu'il a financé le terrorisme ?» De nouveau, on est là dans les contradictions de désigner un mouvement comme terroriste. Si vous désignez le Hamas comme terroriste, alors vous ne devriez plus parler au gouvernement israélien puisqu'il a financé un mouvement terroriste. C'est des éléments très importants qu'on ignore parce qu'on regarde toujours les choses de manière linéaire. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui disent... Et parce qu'il y a une loi américaine qui interdit de fournir des armes à un pays qui soutient le terrorisme. Donc, quand vous soutenez le gouvernement israélien, qui lui-même avoue qu'il a soutenu un mouvement terroriste, et c'est pour ça que notre compréhension extrêmement fumeuse du terrorisme, et chacun, quand on entend d'ailleurs sur les plateaux de télévision en France, je suis toujours surpris de voir l'imprécision, chacun accommode le truc comme il veut, parce qu'en réalité tout tourne autour d'ailleurs de la lutte contre l'immigration, donc on arrange
le mot terroriste un peu n'importe comment autour de ça. Mais on n'est pas en train de résoudre le problème, on est en train de l'aggraver. Et ça, c'est le problème qu'il faut voir. Et c'est la même chose, j'évoquais la Suisse tout à l'heure, qui a désigné le Hamas comme mouvement terroriste. Est-ce que ça veut dire maintenant que la Suisse va arrêter de parler avec Netanyahou? Vous voyez, on tombe dans des contradictions et on voit qu'on n'est plus dans la rationalité. Et c'est là où les Occidentaux doivent encore, à mon avis, s'améliorer. Quels sont les pays occidentaux qui considèrent le Hamas comme une organisation terroriste? Maintenant, je ne les ai pas en tête, mais pratiquement tous les pays occidentaux le considèrent comme mouvement terroriste. Et le reste du monde ne le considère pas comme mouvement terroriste. Il le considère comme un mouvement de résistance, à vrai dire. Le problème ici, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si c'est le Qatar qui fait l'intermédiaire. Mais vous voyez que pour les négociations qui sont en cours entre le Qatar et Israël, enfin, entre le Hamas et Israël, pour être précis, ou même pour un cessez-le-feu, etc., qui sont les acteurs? C'est les services secrets. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus avoir une diplomatie ouverte, on est obligé d'avoir une diplomatie secrète, ce qu'on appelle second track diplomacy, c'est-à-dire une diplomatie qui est faite par les services secrets, qui était ici à Paris il y a quelques semaines pour négocier, voir les ouvertures possibles en matière de cessez-le-feu. C'est la CIA, c'est le Mossad, c'est les représentants des services de renseignement du Qatar et les responsables israéliens. C'est tout. À force de traiter les gens de terroristes, on s'aperçoit bien qu'on doit négocier à un moment. Mais on ne peut plus négocier ouvertement. Donc on fait négocier par les services de renseignement. Donc ça devient des situations un peu bizarres. Alors vous citez aussi le djihad islamique. On a tous en tête la déclaration d'Emmanuel Macron de faire une coalition pour combattre l'État islamique et le Hamas. Quelles sont les relations entre les mouvements djihadistes et le Hamas? Non, il n'y en a aucun. Il n'y en a rigoureusement aucun. Alors, si je me rappelle bien ce qu'a dit Emmanuel Macron, il voulait faire une coalition symétrique à celle qui avait été mise en place pour lutter contre l'État islamique, mais pour le faire contre le Hamas. Bon, j'arrive pas très bien à comprendre la logique avec laquelle fonctionnent les gouvernements français, mais je crois que personne d'ailleurs n'a vraiment compris la logique. Donc, il faut se rappeler une chose. La coalition contre l'État islamique, c'est une coalition qui a dû être créée parce que les Américains n'arrivaient plus à maîtriser le problème qu'ils avaient créé. Donc, ils occupaient l'Irak, et puis en Irak s'est créé un mouvement islamiste et qui avait l'ambition de créer un État islamique à cheval entre l'Irak et la Syrie, s'appuyant en partie sur des islamistes qui avaient quitté l'Irak pour la Syrie à cause de la pression américaine. Donc quand les Américains sont entrés en Irak en 2003, il y a une résistance qui a été en premier lieu une résistance presque gouvernementale, on pourrait dire. Il y a eu des fédayines, des choses comme ça, c'était des restants de l'armée irakienne qui a continué le combat sous une forme éparpillée, voilà, pour simplifier. Puis rapidement, cette résistance, eh bien, elle a constaté qu'elle n'avait pas de ciment doctrinal, si vous voulez. Donc elle a fait exactement ce qu'avaient fait les Palestiniens. Elle s'est mise sous l'égide de l'islam, qui donne des critères doctrinaux, si vous voulez, pour combattre. Puis il y en a qui ont évolué d'un côté plus séculier, il y en a d'autres qui ont évolué d'un côté plus extrême encore, et ça a donné l'État islamique en Irak et au Levant. Cet État islamique qui se trouvait à cheval entre l'Irak et la Syrie, les Américains ne le voulaient pas en Irak, ils le voulaient seulement en Syrie. Donc ils ont commencé à se battre. Mais le truc était... Le mouvement était trop puissant et surtout commençait à s'attaquer aux Kurdes qui étaient en Syrie. Les Américains ont créé cette coalition où les Français sont venus, mais pour régler un problème qui découlait du problème de 2003 pour lesquels les Français n'avaient pas voulu s'impliquer. En s'impliquant dès 2014 en
Irak, puis dès 2015 en Syrie, les Français ont déclenché un mécanisme de réaction qui a touché, d'ailleurs, l'État islamique n'a pas touché que la France, il a touché en grande partie la France, mais pas seulement, il a touché tous les pays qui participaient à cette coalition. C'est logique en réalité. Peut-être pas souhaitable, mais c'était cohérent. Le problème, c'est que les Français n'ont pas pensé à ça. Ils n'y ont pas pensé et ils se sont fait prendre. C'est aussi simple que ça. Mais c'était parfaitement prévisible, parce que d'autres ont prévu ça. Notamment les Russes, avant de s'impliquer, ils ont très bien compris que ça allait avoir des répercussions chez eux. Donc ils ont pris les dispositions. En France, pas. Bon. Donc l'État islamique, cette coalition, elle avait pour but de résoudre un problème américain, en réalité. Et c'est important de dire que c'était un problème américain, mais qui avait tout d'un coup une portée qui dépassait le simple cadre de l'Irak, puis ça touchait les Kurdes, ça touchait la Syrie, etc. En Israël ou en Palestine, le Hamas est un mouvement domestique, enfin intérieur, qui ne concerne que Israël, qui ne concerne pas un pays extérieur, qui ne concerne pas une ingérence autre que l'occupation israélienne. Donc la notion de coalition, d'ailleurs, je pense que même les Israéliens auraient refusé ça, parce que les Israéliens ne sont pas du genre à accepter que des forces viennent faire ils aiment laver leur linge sale en famille, parce que comme ça, de toute façon, on les laisse faire, donc ce n'est pas un problème. S'il y avait d'autres puissances qui étaient intervenues, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils veulent. S'il y avait eu une coalition, probablement que les Israéliens n'auraient pas pu bombarder Gaza comme ils l'ont fait. Donc, pour ça que les Israéliens ne veulent certainement pas d'une coalition. Donc là, il y a une double mécompréhension de la part d'Emmanuel Macron, une mauvaise compréhension de la situation du Hamas qu'il a comparée à l'État islamique, mais qui n'a strictement rien à voir. Le Hamas est une organisation de résistance à une occupation, alors que l'État islamique était une organisation qui cherchait à créer un État à l'intérieur d'un autre État, luttant contre des États qui étaient alliés des États-Unis. Donc on est dans une situation très différente. Et puis, je pense que Macron a ensuite largement sous-évalué l'importance que porte Israël à son autonomie d'action opérationnelle. Quelles sont aujourd'hui les options pour les Palestiniens et en particulier pour le Hamas pour sortir de cette guerre ? Difficile à dire quelles sont les options. Les Palestiniens ont un objectif très précis. Ils veulent récupérer la souveraineté sur leurs terres. Ils veulent être reconnus comme un État. Donc voilà, le problème est plus pour Israël en réalité. Parce que Israël occupe de facto ces territoires, devrait les céder selon la loi, selon le droit international, mais aura beaucoup de difficultés à le faire à cause des colons qui y sont établis. Et puis, par autre chose, c'est qu'il y a un aspect doctrinal, encore plus aujourd'hui avec le gouvernement d'extrême droite qu'il y a que qu'autrefois, ou qu'il y a 50 ans ou 40 ans. C'est Israël qui est dans un dilemme, en réalité. Les Palestiniens ne sont pas vraiment dans un dilemme. Ils sont certainement dans des difficultés opérationnelles parce que je pense que même s'ils font mal à l'État d'Israël dans leur combat, je ne sais pas combien de temps ils arriveront à durer, je ne sais pas, mais ils combattent assez bravement, il faut le dire, mais ils n'ont certainement pas les moyens pour mener une guerre de longue haleine, n'est-ce pas ? Ils sont complètement encerclés, on voit mal comment ils pourraient être alimentés, armés, fournis, déjà même qu'ils n'ont pas de nourriture, donc on voit bien que il y a certainement des difficultés, mais ils ne sont pas dans un dilemme. Les Israéliens sont dans un dilemme. Et c'est de là que doit venir la solution en réalité. Les Israéliens sont en porte-à-faux avec le droit international. Ils le seront encore plus si la Cour de justice les déclare comme pays génocidaires. Enfin, ils ne les déclareront pas comme pays génocidaires, mais ils déclareront qu'il y a un génocide qui se déroule en Israël.
Et puis, ils sont en porte-à-faux par rapport à une partie de leur population. Et c'est une population qui est très polarisée. C'est une population, et c'est peut-être d'ailleurs, c'est la polarisation de la population israélienne est peut-être aussi la raison pour laquelle Israël a maintenu une politique étrangère qui est très guerrière. Parce que le fait d'avoir un ennemi à combattre permet de conserver une sorte d'unité nationale. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette unité nationale, elle est extrêmement fragile aujourd'hui. Et quand on voit la communauté juive internationale, elle est aujourd'hui en désaccord avec Israël. Et probablement que beaucoup d'Israéliens à l'intérieur du pays voient que leur pays est de moins en moins bien considéré. Par conséquent, on a des tensions à l'intérieur du pays même entre ceux qui sont tenants, alors je ne parle même pas des pacifistes qui, eux, voudraient qu'on fasse la paix avec les Palestiniens, qu'on revienne à des relations tout à fait normales, etc. Mais même sans entrer là-dedans, il y a des gens qui pensent que Israël ne doit pas beaucoup changer, sauf avoir une politique moins destructrice à l'égard de Gaza, etc. Donc une sorte de statu quo par rapport à ce qu'on avait avant. Et puis il y a ceux qui sont devenus alors les vrais, les vrais faucons du coup, qui sont des gens qui veulent à tout prix la guerre, à tout prix, qui sont dans un état presque de sacrifice total. On est presque dans des réflexions qui nous rappellent un peu l'État islamique quelque part. C'est-à-dire un objectif religieux, littéralement. Hein, d'ailleurs, on se réfère à ça quand on parle d'Amalek, etc. Donc, on est vraiment sur des références bibliques pour combattre. Et c'est effectivement cette tendance-là qui montre que Israël a évolué vers quelque chose de différent parce que tous ces discours bibliques n'existaient pas il y a 40 ans, 50 ans. On ne parlait pas de ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les services de renseignement israéliens. J'ai eu beaucoup de collègues des services israéliens. Jamais j'entendais des choses comme ça. Ce n'était pas du tout la motivation. Il y avait d'autres motivations. Alors c'est vrai qu'on était à une époque où la menace terroriste était plus d'ordre marxiste. Donc on était un peu dans le conflit Est-Ouest d'une certaine manière. Alors c'est évidemment plus facile de s'intégrer et de communiquer parce que d'une certaine manière, nous avions le même adversaire. On peut simplifier comme ça. Aujourd'hui, la situation a changé, le contexte politique général a changé, mais le discours religieux, il était totalement absent avant. Aujourd'hui, il est presque devenu prédominant dans le discours politique. Donc, le problème, ou la solution du problème, doit venir d'un changement à l'intérieur d'Israël. Parce que les Palestiniens ont le droit de revendiquer leurs terres, ils ont le droit de se battre pour elles, et ils ont le droit pour eux. Oui, mais le sacrifice est quand même énorme, hein, avec les 30 000 Bien sûr. civils. Quelle est la relation entre la Palestine et les Palestiniens et le Hamas actuellement? Je pense que les Palestiniens, de nouveau, il y a un moment où, quand vous ne pouvez plus rien espérer, en définitive, vous dites, voilà, on se bat dans l'honneur. C'est ça que font les Palestiniens, en fait. Ils se battent malgré les pertes. Peut-être, ça finira peut-être comme un Cameroun palestinien. Mais c'est une situation qui est soutenue par le droit international, d'une certaine manière, le droit de se battre. Alors, naturellement, le droit international, pour revenir là-dessus, si les crimes dont on accuse le Hamas se sont réellement passés le 7 octobre, le droit international ne justifie pas ça. Donc là, on est clair. Mais, de nouveau, en l'absence d'enquête, en l'absence de faits objectifs, on va dire, sur le fond, les Palestiniens ont le droit de se battre. Et donc de se sacrifier pour une cause juste. C'est-à-dire, oui, c'est la même chose que les résistants du Vercors ou des choses comme ça. C'est la même chose, ils sont dans la même situation. On a de la peine à comprendre ça
Peut-être nos parents auraient mieux compris ça que nous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est à notre époque que des crimes comme ça se font. Dans les décennies précédentes, on n'a pas eu ça. Peut-être, je ne sais pas. À partir du moment où vous n'arrivez rien à obtenir par la négociation, que vous avez les pays occidentaux qui font rien pour faire respecter le droit qu'eux-mêmes ont créé, qu'est-ce que vous pouvez espérer ? Vous pouvez vous lancer dans une action en disant, ben, au moins, on va essayer de faire ce qu'on peut. Et puis, c'est ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ce n'est pas complètement sans résultat, puisque Israël, maintenant, est mis devant la Cour internationale de justice, qu'il y a des actions pour dénoncer certains dirigeants à la Cour pénale internationale, que des pays qui aident Israël sont maintenant aussi... enfin, il y a des plaintes qui sont déposées contre, comme l'Allemagne, par exemple, on a déposé une plainte contre l'Allemagne à la Cour internationale de justice. Tous les observateurs s'accordent à dire que l'image d'Israël s'est très fortement dégradée. Les Occidentaux ont perdu leur crédibilité, les Américains aussi perdent leur crédibilité, y compris d'ailleurs par rapport à leurs alliés, les Saoudiens, par exemple, qui sont les principaux alliés des Américains, enfin peut-être pas les alliés, mais disons les principaux partenaires, on va dire comme ça, des Américains dans cette région, aujourd'hui revient sur les accords de normalisation, les accords d'Abraham, en disant on va revenir sur ces accords, mais les Palestiniens doivent être inclus. C'est des pays quand même importants, donc les Américains ne peuvent pas les ignorer. Ils doivent s'appuyer un peu là-dessus. Et puis on voit que par ailleurs, la situation, alors ça c'est les conséquences de la situation avec la Chine, avec la Russie, etc. Mais on a maintenant les Iraniens et les Saoudiens qui se serrent la main, n'est-ce pas ? La Syrie qui a réintégré l'organisation des États islamiques. Donc on a une constellation qui devient de plus en plus défavorable aux Américains et aux Occidentaux. Finalement, il y a un moment où les Occidentaux devront se dire est-ce que vraiment ça vaut la peine de soutenir Israël ? Lorsqu'on parlait de ça il y a 50 ans, Israël était le bastion avancé de l'Occident au Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, si c'est un pays génocidaire, est-ce que ce sera toujours notre bastion avancé ? Pas si sûr. Finalement, on peut trouver d'autres pays de la région qui pourraient être notre bastion. Donc, on voit que cette action du Hamas, oui, elle risque d'avoir des conséquences meurtrières, oui, elle appelle ou semble appeler un sacrifice des Palestiniens, mais en réalité, les gains stratégiques qui sont obtenus par les Palestiniens semblent être beaucoup mieux prévus, calculés, que ceux des Israéliens. On a l'impression que les Israéliens agissent à court terme, alors que les Palestiniens agissent à long terme. D'ailleurs, c'est une constatation que j'avais faite en 2003 dans mon premier livre sur la guerre asymétrique. J'avais dit les Palestiniens ont une vision à long terme, alors que les Israéliens ont des visions à court terme. Et ils ajoutent chaque fois des visions à court terme. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on observe pour les Occidentaux. C'est une vision très occidentale. On le voit en Ukraine, on le voit partout. On a chaque fois une vision à court terme. Alors que les autres, ce qu'on appelle le reste du monde, a un regard dans le long terme. Alors ils vont perdre beaucoup peut-être maintenant, mais finalement ils gagnent sur la durée, sur la longueur. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Israël si tout ça ne change pas. Je vous remercie Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Opération Déluge d'Al-Aqsa aux éditions Macmillan. Merci à vous.